Voix de l'info, je vous les présente de nouveau. Judith Vintraube, grand reporter au Figaro Magazine. Anne-Claire Ruel, spécialiste de communication et professeur. Jean-Sébastien Ferjou, l'un des fondateurs et directeur du site Atlantico. Et Jacques Isabello, spécialiste de communication et cofondateur de l'agence Coriolink. Avec nous également Louis Alliot. On va parler évidemment du Front National. Mais c'est frappant de constater, Louis Alliot, que l'élection d'Emmanuel Macron a provoqué et provoque encore des turbulences très fortes au sein de tous les partis. Affaibli, fragilisé, à droite, à gauche, au Front National. On a l'impression que personne ne s'est encore relevé de ce qui s'est passé. Non, je crois que c'est normal. Hein. C'est un nouvel acteur qui est apparu subitement, on va dire. Et donc ça bouscule un peu les habitudes, ça bouscule un peu les partis en place. Et tout le monde doit s'adapter à une nouvelle situation. Et on n'échappe pas à cette, qu'on pourrait dire, à ce renouvellement politique et à cette recomposition politique pour le coup. La droite n'y échappe pas, justement. Elle va organiser une élection interne au sein des LR. Laurent Wauquiez, sans surprise, fait figure de grand favori. C'est un adversaire politique qui veut préempter vos sujets de prédilection. Parler, dit-il, lui, de tous les sujets. Ne pas les laisser au Front National. C'est le retour de la droite, de la vraie droite, disent certains. C'est le retour de la fausse droite. C'est-à-dire que M. Wauquiez, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé avec Sens Commun hier, a pris ses distances tout de suite pour ne pas choquer son aile gauche et son aile centriste, tout en pardonnant, on va dire, à ceux qui ont trahi et qui sont partis chez M. Macron et en ne demandant pas l'exclusion automatique, comme une partie de ses petits camarades. Voilà, je pense qu'il est dans un jeu d'équilibriste qui n'est pas facile, qui a toujours été celui de la droite depuis maintenant les années Chirac, ce refus de choisir, cette permanence de vivre sous le diktat moralisateur de la gauche et d'avoir peur de se faire taxer de collusion avec un parti démocratique, républicain, qui a 8 députés à l'Assemblée nationale, qui a un groupe au Parlement européen, qui a 300 conseillers régionaux, qui a des mairies, etc. Il ne vous tend pas la main. Il ne vous tend pas la main et il l'a dit, la porte est totalement refermée. Moi, je ne m'inquiète pas à titre personnel. Je veux dire, c'est son problème, c'est le problème de ses cadres, de ses électeurs, de ses élus locaux. Il y a des municipales qui auront lieu dans quelques années. En revanche, les élus municipaux des LR ou des cadres des LR dans les territoires, eux, regardent et discutent avec nous, loin des états-majors parisiens. Il y a quelques années, pour les élections municipales d'avant, vous disiez la même chose. Oui. Quelque temps auparavant, j'ai vu cette vidéo ce matin, vous avez dit, vous allez voir sur le terrain, ils nous tendent la main. Vous croyez que ça va se faire là, pour les prochaines élections intermédiaires? Mais parce qu'on arrive à l'heure de vérité. Ils ne peuvent pas, comme ça, systématiquement, tenir des discours localement et faire l'inverse au niveau national. Encore hier, à l'Assemblée, à la séance de nuit, la collusion entre M. Jacob, M. Ferrand de La République En Marche pour s'arranger sur le règlement intérieur de l'Assemblée, pour nous priver d'un groupe, etc. Voilà, on voit bien, ils sont entre eux et ils continuent à gérer les affaires publiques entre eux. Moi, je pense que les électeurs voient tout ça, ne sont pas dupes. Ils ont d'ailleurs sanctionné une partie de ces partis politiques-là au premier tour de l'élection présidentielle et même à l'élection législative. Et au second tour, ça continuera. Attendez, nous on était. Le Front National. C'est vrai, mais je veux dire, on n'était pas un parti au gouvernement, nous n'étions pas à l'Assemblée nationale, nous n'avions que 2 sénateurs, 2 députés. Là, pour le coup, nous avons mieux réussi que les autres. Mais alors, justement, c'est d'autant plus paradoxal puisque vous dites, selon vous, que vous avez mieux réussi que les autres, et pourtant, on ne vous tend pas encore la main. Est-ce que ce n'est pas aussi l'heure de vérité pour vous? Ça, vous restez malgré tout ce parti avec lequel on ne veut pas travailler. Moi, j'ai toujours dit que, si vous voulez, nous avions du travail à faire sur nous-mêmes, sur la manière dont on faisait de la politique, dont on présentait notre programme, dont on abordait certaines questions. Et je continue à penser que nous devons faire de la pédagogie sur ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire un parti qui n'est pas d'extrême droite, qui est un parti souverainiste, qui défend une certaine conception de l'Europe des nations, qui lutte contre l'immigration, qui lutte pour un certain protectionnisme économique. Bref, voilà, notre programme, il mérite d'être, j'allais dire, transcrit dans sa vérité, et pas, comme je le vois trop souvent, caricaturé par beaucoup. Monsieur Alliot, j'ai une question à vous poser. Finalement, est-ce que les difficultés du Front National ne viennent pas du fait que vous avez raison? Je m'explique. Vous avez dénoncé pendant très longtemps, et c'était un peu l'objet social du Front National, l'UMPS. La collusion entre l'UMP et le PS. Et les Français, en élisant Macron, ils vous ont donné raison. Ils ont dit « Ouais, mais on veut l'UMPS ». Ils l'ont mis au pouvoir. Et finalement, un peu comme Nigel Farage, vous vous dites « Ah bah flûte, j'avais pas prévu ça ». Lui, il s'est dissous. Est-ce que, comme ils vous ont dit « Eh ben, on veut l'UMPS ». Il y a des PS, il y a de l'UMP, c'est le gouvernement Macron. Réponse de Louis Alliot. Je ne crois pas. Moi, je crois que, justement, on ne voulait pas participer à ce jeu de dupes de la droite et de la gauche. En revanche, nous avons mis en alerte les Français sur un certain nombre de questions qui, aujourd'hui, sont en réalité.
sur l'islam politique et l'islam radical. Aujourd'hui, on parle, j'allais dire, comme nous parlions nous-mêmes il y a déjà 30 ans. On nous accusait d'être racistes il y a 30 ans pour tenir des discours que nos adversaires tiennent aujourd'hui sur le sujet. Mais ce que demandent les Français, c'est les solutions, c'est pas juste la dénonciation. Justement, mais les solutions, si on nous avait écoutés il y a 30 ans, il n'y aurait pas de solution à trouver aujourd'hui. C'est-à-dire il n'y aurait pas d'attentats, il n'y aurait pas de lutte contre le terrorisme. Il y aurait eu moins de communautarisme, il y aurait eu moins d'immigration, il y aurait eu moins de prédicateurs dans les quartiers qui ont pris la main dans beaucoup de quartiers. Et de ce point de vue-là, oui, je pense que si on nous avait écoutés il y a 30 ans, il n'y aurait pas les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans certains quartiers. Il y a 30 ans, vous ne teniez pas ce discours-là. D'ailleurs, ce n'était pas vous. Et ce n'était pas Marine Le Pen, c'était un discours anti-immigration. Point. Ce n'était pas un discours anti-islam. Je regrette. Non, ça c'est arrivé avec Marine Le Pen et avec vous. Et quand vous dites... Vous ne vous souvenez pas de l'affiche, dans 20 ans, la France sera une république islamique. Vous vous souvenez de cette affiche 1988. Oui. C'était déjà une mise en garde. C'était pas islamiste. C'était islamique. C'était une mise en garde par rapport à ce qu'avait dit un prédicateur déjà musulman radical sur ce que deviendrait la France dans les années à venir. Eh bien, nous y arrivons petit à petit. Mais vous voyez quand même une nuance entre islamique et islamiste. Islamiste, on verse dans le terrorisme. Islamique, vous parlez des musulmans. Vous faites la nuance vous-même. Moi, je ne parle pas des musulmans. Les musulmans, certains sont avec nous, certains militent dans nos rangs, certains, j'allais dire, pensent comme nous. Et je ne confonds pas, moi, les musulmans et l'islam politique, l'islam radical, et ceux qui ont en quelque sorte surinterprété cette religion à des fins politiques, qui mélangent tout, d'ailleurs, la religion et le politique. C'est pour ça que l'État se devait d'ailleurs de ne pas créer cet amalgame et cette confusion. Mais c'est malheureusement la droite et la gauche depuis 30 ans qui ont créé les conditions de la mainmise de l'islam radical dans les quartiers et qui aujourd'hui devient quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de Français de confession musulmane qui vivent tranquillement, qui sont intégrés à la société, qui subissent le communautarisme et les violences, je vais dire, rhétoriques de ces prédicateurs, sans que manifestement l'État prenne les solutions pour l'empêcher. Judith, plutôt Jean-Sébastien Ferjou. Oui, moi ce qui me frappe, c'est quelles leçons vous tirez de votre échec et de vos échecs. Parce que je suis d'accord avec les nuances qu'introduisait Judith Ventrobe entre islamiste et islamique, mais admettons que la réalité vous ait donné raison d'une certaine manière. Mais c'est une chose d'être l'expert incendie qui vous répète pendant des années, vous êtes en risque incendie. Le jour où il y a l'incendie, on a envie d'un pompier. Mais est-ce que le Front National est capable de montrer qu'il est aussi capable de se comporter en pompier, c'est-à-dire d'avoir une crédibilité de gouvernement? Quand on entend Florian Philippot, indépendamment des divergences politiques sur la ligne politique du parti en tant que tel, il dit aussi c'est un bordel innommable au sein du Front National. On n'est pas organisé, c'est un parti qui n'est pas organisé. Est-ce que justement, il n'y a pas un échec majeur là-dessus? Bruno Maigret avait essayé à l'époque d'apporter des cadres, avait essayé justement que le parti soit un peu plus structuré, un peu plus capable d'assumer le pouvoir. Et puis on se rend compte que 20 ans après, on en est toujours plus ou moins au même point. Non, on n'en est pas au même point quand même. Mais en tout cas, les Français ont cette perception-là et c'est ce qu'ils disent dans les élections. On a beaucoup plus de structuration sur le terrain et surtout maintenant, on met en chantier précisément ce que vous êtes en train de dire, les conditions demain de présenter un programme de gouvernement. Voilà. Mais vous mettez maintenant en chantier alors que vous étiez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux portes du pouvoir. On a pris acte du score que nous avons réalisé sur le terrain et moi je me suis rendu compte, et beaucoup de mes collègues et Marine en premier lieu, d'un certain nombre de questions que se posent les électeurs et nos électeurs. Voilà, sur le programme économique, sur la manière de parler de l'Europe, sur la manière de concevoir l'immigration. Toutes ces choses-là doivent être remises sur la table parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Sur ce plateau que vous avez définitivement enterré votre projet, votre idée de Frexit, oui. Non, mais ça, c'était de la caricature qu'en ont fait les médias. Mais vous l'avez enterré. Moi, je suis pour qu'on rebâtisse les conditions de notre fonctionnement européen. Je le répète depuis d'ailleurs très longtemps, mais je n'ai jamais été repris. En tant que Français, nous sommes des Européens. Vous voulez dire que c'était Florian Philippot qui était repris plus que vous sur cette idée-là? C'est-à-dire qu'il faisait un blocage sur l'Europe, comme aurait dit le général de Gaulle. Moi, je pense que l'Europe, c'est une réalité charnelle pour tous les Européens, mais en revanche, il y a plusieurs conceptions. Et je vais résumer la situation. L'Europe de Jean Monnet, le modèle Monnet l'a emporté sur le modèle de Gaulle. Eh bien, moi, je considère que le modèle Monnet a échoué, est en train d'échouer, qu'il faut donc revenir à une coopération de nations et une Europe des projets, et peut-être revenir à des préoccupations
beaucoup plus réaliste que celle d'aujourd'hui. Alors, Anne-Claire Ruel, une question. Est-ce que vous vous demandez, comme Dominique de Montvalon, ce que faisait Florian Philippot au sein du FN? Pas du tout. Florian Philippot est venu au FN pour défendre la ligne qui a été posée dans le livre de Marine Le Pen à contre-flot, qui, je vais résumer le trépied, laïcité à la française contre le communautarisme, indépendance nationale contre l'Europe de Bruxelles et la souveraineté, j'allais dire, contre l'Europe technocratique. C'était ça les 3 piliers que nous avons défendus toujours depuis l'origine. Il est venu pour ça, parce qu'aucun autre parti ne prenait la mesure de ce qui était en train de se jouer à Bruxelles et à Paris par rapport à Bruxelles, et il l'a porté avec nous de la même manière, avec sa sensibilité et sa personnalité. On a l'impression que Florian Philippot parti, tous vos problèmes sont résolus. Pas du tout. Non. Mais en revanche, la liberté de parole sur précisément l'Europe sera beaucoup plus grande. Et sur le projet économique, Monsieur Alliot, on vous a fait tout un tas, on a fait tout un tas de constats en vous disant la manière dont vous avez expliqué la putative sortie de l'euro et le financement de votre programme. Où est-ce que vous en êtes dans la reconstruction de ce projet économique qui importe beaucoup pour les Français? Vous avez vu, vous avez peut-être perdu au-delà de ce que vous pensez sur l'aspect économique. Mais ça, on l'a vu sur le terrain. Mais ça fait partie du chantier de l'Europe. Quelle Europe nous voulons? Quelle piste et quelle économie pour cette Europe-là? Pour l'instant, nous considérons que l'Europe ultralibérale, telle qu'elle est aujourd'hui, dans la fin des frontières, dans le manque de protectionnisme, dans l'ouverture des marchés à la concurrence déloyale, etc., produit des catastrophes dans tous les domaines. Aujourd'hui, l'agriculture. J'ai vu que M. Macron se saisissait du problème. Je vous signale que l'affaire des agriculteurs, ça dure depuis déjà longtemps. On va s'en saisir, mais il va falloir qu'ils se battent contre l'Europe, parce que l'Europe interdit les moindres mesures. Ou avec l'Europe, parce que l'Europe, quand même, parfois, ça a été un petit peu le cœur des Tchèques, le portefeuille pour certains agriculteurs qui le reconnaissent eux-mêmes. Tout ça. C'est important d'avoir une vision nuancée. Mais ce n'est pas vrai, ça. Non. Non, la France paye beaucoup plus à l'Union européenne que l'Union européenne lui redonne, y compris avec la PAC. Donc il faut rebâtir. Nous n'avons pas les mêmes chiffres. Il faut redonner aux Français les clés d'une autre Europe à bâtir, et notamment d'une autre France au sein de cette Europe. Et en matière d'économie, moi j'étais favorable dès l'origine, beaucoup plus favorable à ce que l'on se préoccupe des petits, des TPE, des petites entreprises, des commerçants, des artisans qui, encore aujourd'hui, n'ont toujours pas de vision sur l'avenir qu'ils auront par rapport à un certain nombre de problèmes qui se posent à eux. Et là, je pense que nous avons notre rôle à jouer. Judith Vintraub. Comment on fait pour rebâtir une autre Europe à soi tout seul quand tous les autres Européens sont d'accord pour améliorer le modèle existant auquel ils reconnaissent des défauts, mais en tout cas ne veulent pas en changer? Mais ça s'appelle la souveraineté du peuple. Alors on s'en va. Non, ça ne va pas. Je rappelle. Vous êtes seul dans votre cas. Je rappelle, d'abord, il y a d'autres pays qui sont aujourd'hui en difficulté avec l'Europe. Je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, à qui on oblige de prendre une immigration supplémentaire qui ne veulent pas. Très ponctuelles. Je pense à la Grèce, je pense au Portugal, je pense à l'Espagne, là, avec la Catalogne, etc. Donc il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ne se satisfont plus du modèle européen. C'était dans ma question. Je vais vous dire, mais il faut tout simplement. Beaucoup de pays qui veulent l'améliorer, mais aucun qui soit aligné. Nous sommes un pays souverain, le peuple est encore souverain dans la démocratie française. Si demain il décide de renégocier l'Europe, eh bien le seul fait que la France dise on renégocie parce qu'on ne marche plus dans ce système-là, tous les pays européens seront obligés de le faire, comme l'avait fait, je le rappelle. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est la pensée magique. Alors, deux questions d'actualité, pardonnez-moi. C'est pas la pensée magique. Vous qui êtes au Figaro, vous savez très bien, magazine, vous savez très bien ce qu'avait fait De Gaulle au moment où il a obligé les partenaires européens à venir renégocier. Il faut juste avoir un peu de courage. C'est devenu votre référence, général De Gaulle. Ça fait 2 fois que vous le citez. Mais ça a un point commun avec Florian Philippot, là, que je vous trouve. Vous voyez, j'arrive en trouver. Je vais vous dire, mais moi, sur l'Europe, j'ai toujours défendu ça. J'en ai même fait un livre, qui n'a pas été beaucoup suivi. J'en ai fait un livre sur la conception de l'Europe de tous les présidents français, dont la conception de Charles de Gaulle sur l'Europe. Encore faut-il le lire et savoir ce qu'il y a dedans. 2 questions d'actualité, lui, à lui, importantes. Le limogeage, le remplacement du préfet du Rhône après le rapport qui a pointé des dysfonctionnements sur l'attaque de Marseille. Qu'en pensez-vous? Il a payé pour tous les autres, quoi. C'est le lampiste de service. En premier lieu, s'il y a un dysfonctionnement de la préfecture, il y a un problème avec le ministre lui-même. Dans d'autres démocraties, c'est le ministre qui aurait démissionné. Vous demandez sa démission? Ça se serait passé aux États-Unis. Je pense que les secrétaires d'État chargés de la sécurité auraient démissionné. Là, on fait payer le préfet. Mais enfin, ça fait longtemps que malheureusement, cet individu était sur notre sol alors qu'il n'aurait pas dû y être. Et je pense que la responsabilité, elle est partagée là sur ça avec la gauche et avec la droite. Parce que la première fois que cet individu
étranger a été arrêté sur notre sol, c'était déjà du temps des gouvernements de la droite. Je note que vous ne demandez pas de démission au-delà. Non, par rapport à d'habitude, le Front National a souvent demandé des démissions dans ces cas-là. Ils ont trouvé le lampiste, le préfet, ils vont en changer, ça ne réglera pas le problème de fond avec d'autres individus dans le même cas et qui se heurteront au même problème d'organisation précisément de la sûreté nationale. Finalement, entre la Catalogne et Madrid, la crise a baissé un petit peu d'un ton, si on peut dire. Est-ce que c'est aussi le signe que l'Europe, même si on l'a beaucoup critiqué dans cette séquence, son silence, un petit peu sa gêne, finalement, a su faire pression, peut-être dans les coulisses, à voix basse, mais a su faire pression sur les deux camps? Écoutez, on verra bien. Il faut rester prudent dans cette affaire. Je pense que les indépendantistes ou autonomistes catalans ont malheureusement été piégés par leur extrême gauche. Je pense à la coupe et les 10 députés qui tiennent M. Puigdemont dans leurs mains. Et à partir de là, M. Rajoy, qui est un gouvernement très affaibli et un Premier ministre très affaibli, eh bien, ils sont dans une situation pas facile. J'espère qu'ils en sortiront pour l'Espagne, mais aussi parce que ce sont nos amis pour les Catalans. Et vous savez que je suis d'un département frontalier avec la Catalogne espagnole. Voilà pourquoi je vous pose notamment la question. Merci Nuit Alliot d'avoir été l'invité des Voix de l'Info. Merci aux Voix de l'Info pour leurs analyses. On se retrouve bien sûr demain, 17h, 19h avec plaisir. Mais d'abord, c'est Laurence Ferrari pour son émission Punchline.